quant à une normale publication de la Constitution prevista con la Corte italiana, della Repubblica di 4 oggi abbiamo conducido a Castiglione, quelques ans, ciudades analíticas, desde la referencia a la religión, la evaluación de la psicosis, protección femenina del ser, la protección de la cura en psicoanálisis, et aussi un suivi au quotidien conscient de leur information. Je vais donc remercier par la directeur de sa présentation, remercier l'association franco-argentine de psychiatrie et de santé mentale pour son invitation, la maison d'Argentine de m'accueillir aujourd'hui, chacun des organisateurs, un par un, d'avoir pris le soin de faire en sorte que ça puisse se réaliser. Féliciter Juan David Nacio de son premier exposé. Et enfin, prendre la parole. J'ai remarqué que Juan David est arrivé 1 heure pile après l'heure qu'avait dit Lacan. Il a terminé 1 heure pile après, c'est indiqué sur le programme, ce qui prouve une exactitude dans le... Pile, exactement. Et donc, c'est l'occasion pour moi donc, de prendre ce relais, puisque j'ai cru comprendre en effet que les organisateurs avaient souhaité une dimension de témoignage, plutôt qu'une dimension d'examen des faits ou de présentation d'une objectivité dont je serais bien incapable de me montrer à la hauteur d'exigences qui seraient de cet ordre. Puisque, en effet, dans la période à partir de laquelle je suis censé intervenir, j'ai été en effet un agent de transformation de la situation et ce n'est aucune qualification autre que celle-là de me présenter devant vous, avoir été un agent d'opération que je vais essayer de décrire au cours de mon bref exposé. Toujours se méfier quand quelqu'un commence à parler des brefs, c'est alors, je vais d'abord aussi saisir l'occasion pour, avant de présenter le témoignage sur ce qui a eu lieu entre Paris et Buenos Aires après 1980, l'occasion de peut-être rectifier la présentation que faisait Alejandro Dagfal qui me présentait comme un des 2 jeunes normaliens qui démarquaient à Buenos Aires. Alors, il va falloir que j'avoue, je ne suis pas normalien. Je ne suis pas normalien et sur le point de vue des écoles, mon seul point commun avec Jacques Alain Miller, c'est Louis-Jean, où j'ai débarqué en 1964 pour préparer HEC, l'École des hautes études commerciales. Et j'ai eu de la chance, je suis rentré cette année-là, le premier coup, ce qui me soulageait beaucoup. Et donc, je suis resté de 64 à 67 à l'École des hautes études commerciales, qui, comme on le sait, est une école qui se voue à la formation des cadres du discours capitaliste. Et donc, dans ces années-là, bien entendu, par les ruses de la dialectique, l'école des hautes études commerciales abritait une cellule marxiste-léniniste de tout premier plan, composée de gens très informés en économie et qui étaient donc à même de contribuer à l'élaboration précisément de théories, disons, économiques alternatives. Et ces années-là ont été en effet fécondes. Et c'est pendant ce séjour, en 1967, que je me suis trouvé, alors que j'étais encore
à HEC, je me suis trouvé à suivre les cours de philosophie pour scientifiques qu'organisait Althusser. La cellule marxiste-léniniste d'HEC lisait Althusser de fond en comble et de long en large, et donc, bien entendu, j'ai lu le texte d'Althusser présentant la refonte lacanienne de l'œuvre de Freud, lorsque ça a été paru, et c'est lors des cours de philosophie pour scientifiques que j'ai rencontré à la tribune François Rigaud, Jacques-Alain Miller, Jean-Claude Miller, qui, en même temps qu'il présentait, qu'il faisait partie de ces cours, et organisait et publiait des cahiers pour l'analyse que je dévorais lors de leur publication. Et c'est à partir de là, si je puis dire, que je suis devenu normalien par le discours, en mangeant les cahiers pour l'analyse, et ensuite, un peu plus tard. Et d'ailleurs, à l'occasion de ces cours de philosophie pour scientifiques, je me souviens, j'avais envoyé une lettre à Althusser pour lui demander les rapports, comment il voyait les rapports du structuralisme et de l'impact de Wittgenstein sur l'école de Cambridge. Et il m'a répondu très gentiment, alors que franchement je n'avais aucun titre ni à poser la question, ni à attendre une réponse, mais comme c'était les mœurs de l'époque, spécialement celle d'Althusser, donc il m'a envoyé une lettre expliquant très soigneusement la question, très claire. Je l'ai gardée, d'ailleurs dans mes archives, je ne dis pas mais c'est un moment, disons, c'était une leçon sur comment doit se comporter un professeur quand il veut atteindre le cœur des jeunes gens. Ensuite, au fond, j'ai commencé mon analyse aussi parce que je ne savais pas très bien quoi faire de moi-même. J'ai commencé mon analyse donc chez Lacan à la rentrée 67, après que Lacan ait rédigé la proposition sur l'analyse de l'école. C'est dans ce contexte-là que ça a commencé. Et ensuite, grâce au fait que j'avais un diplôme qui valait quelque chose pour faire des petits boulots, j'ai fait les petits boulots, ce qui m'a permis moi-même ensuite d'apprendre ce qu'il fallait pour lire Lacan. J'ai fait de la sociologie, de l'ethnologie, de la linguistique, tout ça enchaîné comme ça pouvait. Jusqu'à 72, au moment où justement par l'ethnologie, j'étais amené à lire beaucoup de littérature post-structuraliste anglaise. Je participais au séminaire de Deleuze. Il y a une trace de ça dans une note de l'anti-Oedipe. À partir de 1974, je me suis mis à enseigner à l'école freudienne de Paris, puisque un des points communs entre sans doute Juan David, Mazio et moi, c'est que j'étais extrêmement déçu par l'école freudienne de Paris. En effet, j'avais dit à Lacan, j'ai dit, mais c'est terrible, monsieur, visiblement, ils ne vous ont pas lu. Les gens qui sont en train d'enseigner là-dedans sont d'un niveau extrêmement faible. Lacan dit, ah oui, vous pensez ça. Eh bien alors, mon cher, il vous reste, vous, à enseigner. Alors, est-ce que vous voulez bien, je vais en parler amènement, etc. Et je me suis retrouvé à enseigner, en effet, dans l'école freudienne de Paris, parce que ce n'était pas à cause de Melman, qui a retiré le coup tout de suite, malin, c'était pas genre à faire de la place aux petits jeunes. Mais par contre, dans les luttes de pouvoir à l'intérieur, c'était à cause d'une femme, Solange Faladé, qui, elle, avait ses problèmes avec l'allemand, et donc elle a encouragé la création d'un enseignement. Je me suis retrouvé à enseigner Freud dans l'école freudienne de Paris à partir de 1974. Et après 1976, c'est la rencontre là de travail avec Jacques Alain pour la section clinique du département de psychanalyse de Paris.
Et à partir de là, nous avons travaillé ensemble très étroitement. En 79, au moment de la crise dans l'école freudienne, Jacques Alain a arrangé la chose avec des événements pour que ce soit donc que nous soyons, lui et moi, nommés au directoire de l'école freudienne de Paris, avec moi comme secrétaire, vous voyez un peu, secrétaire en 1979, ça fait une fois, je remplaçais Simatos. Donc, toute l'élégance de Simatos, son façon de faire, et l'expérience, et on se trouvait avec, c'était vraiment le secrétariat de guerre. Alors c'est dans ce contexte-là que, en 79, Jacques Alain rencontre à Paris une personne argentine, Diana Rabinović, qui avait émigré d'Argentine au Venezuela, sous la pression de questions politiques. Le Venezuela, à l'époque, était une démocratie. C'était un moment d'ouverture du pays. C'était le moment où les anciens guérilleros avaient été, comme Bravo, avaient été élus représentants et députés à l'Assemblée nationale. Et dans cette atmosphère de libération, les émigrés argentins étaient accueillis avec générosité et trouvaient un pays en plein développement économique. Et là s'était retrouvé un petit groupe d'Argentins autour de Diana Rabinović, dont en particulier Doudi Blecher, la fille de Blecher, qui était avec d'autres jeunes psychologues argentines comme Marcela Brodsky, qui a été elle, présidente de l'Association mondiale avant moi, nous sommes s'était retrouvés à Caracas. Et c'est elle qui propose à Jacques-Alain Villers d'organiser en 1980, à l'été 1980, une rencontre entre le groupe qui sera organisé par le groupe de Caracas, mais qui permettrait d'inviter les lecteurs de Lacan en Argentine, et elle lui demandait si c'était possible que ce soit Lacan qui vienne, aussi pour rencontrer ses lecteurs, ce qui n'avait pas été fait jusque-là. Et Caracas, c'était 1980, et l'occasion de la rencontre. C'est à partir de là que, en logique, disons, du rapport entre les lecteurs de Lacan argentins et les remaniements institutionnels des conséquences d'enseignement de Lacan, allait produire un type de dialectique lacanienne avec un encensoir, un temps pour comprendre et un moment pour conclure, qui sera la fondation de l'école de l'orientation lacanienne en 1991, en janvier 91, à Venezuela. Alors, Caracas, été 1980, on en fête les 30 ans là. Il y a en Argentine, je sais, une préparation de recueil, de témoignages, ceux qui ont participé sur différents points de vue. C'est des cas où on m'a sollicité. Je vous montrerai donc comment faire ça dans mon voyage aux Journées de l'Éole en novembre. C'est que Caracas, c'était un bouleversement. Un bouleversement pour des Français. Nous étions
au milieu, n'est-ce pas, nous étions au milieu d'une guerre. 80, la guerre avait commencé en 79, l'école avait été dissoute, et il y avait donc une guerre entre les différentes factions issues de cette école freudienne de Paris, qui était un monde extrêmement bigarré, avec des gens réunis par Lacan, mais d'orientation théorique très différente à l'intérieur de ce monde du lacanisme. C'était un petit peu comme le type d'ambiguïté que je figurait dans le livre que présentait Juan David, le thème d'école française de psychanalyse. L'école française de psychanalyse, comme le dit Jacques Alain, ça n'existe pas. Ce qui existe, c'est l'enseignement de Lacan et l'impact qu'il a eu sur des enseignements en France de la psychanalyse. Et en effet, qu'y avait-il de commun entre Laplanche, Leclerc, Green et Fontanis? L'histoire a démontré que c'est finalement le plus petit dénominateur commun est peu de choses. Mais d'une certaine façon, l'école freudienne de Paris, c'était devenu comme l'école française de psychanalyse. D'ailleurs, ça aurait pu être son nom, à un moment donné, l'EFP. Lacan avait prévu les deux noms. C'était une grande nébuleuse qui avait éclaté, donc, en deux parties, qui s'affrontaient pour quelles conséquences institutionnelles les dérivaient de Paris. L'enjeu qui s'était produit à Vincennes sur la difficulté ou le combat sur qu'est-ce que c'était qu'enseigner la psychanalyse. Est-ce que c'était, comme le faisait, disons, pour une caricature, que faisait Tostin, d'arriver, s'asseoir par terre, se taire pendant 1 heure et une heure, dire voilà, la séance est levée. Y a-t-il des questions? Non. Une séance d'analyse, bon, il y avait ça, et puis il y avait d'autres variantes sur le point, mais un enseignement non systématique et avec l'idée qu'il ne fallait surtout pas procéder comme ça. Cette idée-là impliquait, ne parlons pas de ceux qui disaient c'était un cauchemar, enfin une folie que de délivrer les diplômes de psychanalyse. Si vous délivrez des diplômes de psychanalyse, vous autorisez par l'université des gens à se croire psychanalyste, c'est une honte, etc. Donc, il fallait franchir toutes ces différentes étapes. Ça avait donné un combat. Le combat était en cours sur les conséquences institutionnelles. Et c'était une chance, puisque justement, c'était une période de très grande instabilité. Les Français arrivaient alors qu'ils étaient sous le coup de la dissolution. Il n'y avait personne qui pouvait faire le malin. On était justement dans une lutte organisée, certes, mais avec l'idée qu'il n'y avait certainement plus la superbe d'être membre de l'école freudienne de Paris. C'était un avenir à se constituer. Et dont la découverte, c'était que tout naturellement, dans l'avenir tel qu'il se construisait, la dimension internationale qui avait été absente de l'école freudienne de Paris, où c'est en effet très étonnant de penser que Massotta n'a fait des interventions que de Strapontin, n'a jamais eu, et n'a peut-être pas souhaité, mais qu'il n'y a jamais eu de présentation du groupe qui était en Espagne, ou qui était à Londres, qui se déplaçait, ou du groupe d'Argentine, qui individuellement avait été voir Lacan. Nepomniachtchi était voir Lacan. Un certain nombre de personnes qui posent, qui avaient organisé l'Argentine individuellement la rencontre. L'école freudienne n'organisait pas ça. Il y avait eu un voyage de Serge Leclerc en Argentine, qui avait été invité par le théâtre. Et lui-même avait rencontré quelques groupes argentins, et il avait rencontré Massotta, et il avait l'idée, c'était des jeunes gens très égarés. Et il s'est retenu que ce n'était pas forcément, enfin, les échanges n'étaient pas forcément à généraliser,
et avec l'idée que le poids, il y avait une IPA lacanoïde qui était qui était intéressée, qui se constituait, et d'ailleurs qui s'est constituée formidablement, qui s'est développée. Et même hésité, je les vois, à proposer à Lacan, en tout cas. Donc, la rencontre, et dans l'idée que nous faisions, c'est à peu près l'idée que présentait Alexandre Bacchal au début. Nous avions l'idée qu'il y avait des lecteurs de Lacan dont la pratique était une invention à partir du kleinisme, à partir d'une certaine lecture extrêmement inventive du kleinisme. Le mouvement le plus dynamique, au fond, des orientations dans la psychanalyse de l'époque. Différemment de Winnicott, du machin anglais, il y avait, on savait, moi-même j'en ai lu quelques textes, et c'est pour ça que, lorsque je suis venu à Caracas, j'ai proposé, moi, un texte qui s'appelait Loque Mélanie Salia. Ce que savait Mélanie, qui était une lecture que j'espérais inhabituelle des textes de Mélanie Klein, en particulier son grand ouvrage posthume sur la psychanalyse de l'enfant amusante, une lecture par le biais et en mélangeant Lacan du signifiant et l'objet véritable, puisque aussi la nouveauté, c'est que nous étions à la fois dans des remaniements institutionnels et dans des remaniements théoriques très importants, puisque la bannière de la section clinique à partir de 1976 avait été lire Lacan avec l'objectita. Pas l'objectita à la noix qu'avait fabriqué André Green, avec l'objectita de Lacan. Et donc lire l'enseignement de Lacan à partir de cela. Ce qui avait fait une rupture, et nous avions, en particulier, je me rappelle, donc avant la dissolution de l'école, il y avait cette lecture la question préliminaire à traitement de la psychose avec l'objectif. Et Jacques Alain, lui, a utilisé son exposé à l'époque un autre Lacan, présentant non pas le Lacan du signifiant, mais le Lacan de l'objectif. Et dans le caractère de tour de force, qui n'est pas capable de faire, en une demi-heure, présentait une sorte de prendre un revers en écharpe, l'enseignement de Lacan et ses développements à partir du reste de jouissance et non pas du tout à partir de l'appareil symbolique. Donc, il y a eu cette rencontre et qui a excédé, bien sûr, toutes les attentes. Parce que nous avions quelques idées de ce que nous avions trouvé, mais ce que nous avons rencontré était tout à fait d'un ordre, d'un dynamisme, d'une présence, d'un intérêt qui dépassait tout ce que nous pouvions imaginer. D'où un travail fébrile durant ces rencontres de Caracas, non seulement pendant les journées, mais après, les nuits, etc., dans lesquelles, fiévreuse agitation, nous avons eu l'idée que cette rencontre aurait des développements, bien entendu, qui n'avaient pas manqué. Et alors, c'est de 1980. C'est là où, après Caracas, et pour expliquer le voyage Paris-Buenos Aires, il faut rajouter une autre ville, qui est Barcelone. Puisque entre l'été 80 et en 81, la première fois où nous sommes venus à Buenos Aires, proprement dit, après le décès de Lacan, il y a eu en novembre 80 à Barcelone une rencontre avec ceux que Jacques Alain a appelés ceux qui n'étaient pas venus à Caracas, c'est-à-dire Germán García et le groupe des élèves de la SETA qui étaient arrivés depuis 200-300
Barcelone, et qui étaient eux sous le coup de la mort de Massota, et qui étaient dans des remaniements institutionnels importants. Alors, la rencontre en 1980 avec la bibliothèque italienne de Barcelone a été compliquée puisque résultait de la complexité du rapport qu'avait entretenu Massota avec Lacan. Donc, il y avait là tout un système défensif, labyrinthique, complexe, qui allait depuis le fait qu'il était très important qu'aucun locuteur espagnol qui pratique la psychanalyse ne rencontre jamais aucun locuteur français, car la psychanalyse devait se préserver dans chaque langue. Il y avait une psychanalyse en espagnol qui n'était pas la psychanalyse en français, etc. Oui. Qui disait ça? Je ne vais pas rentrer dans le détail, car tout cela a été remanié dialectiquement, profondément au fil des années, mais il y avait ce problème qui posait quelques petits problèmes théoriques, étant donné ce que nous savions de la langue, le terme lacanien qui met en péril de façon radicale le terme même de langue maternelle, voire non seulement de langage, non seulement de langue commune, mais y compris la notion même de langue maternelle, Israël. Donc, petit problème. Il y avait aussi des tas de problèmes de structure défensive très importantes sur pourquoi il ne fallait pas rencontrer, ne pas se faire brûler trop par les maîtres, tout en maintenant un rapport, donc, pour tout dire, donc un rapport transférentiel, un rapport amour-haine, dans lequel la dimension de la haine était présente, quelquefois difficile, faisant obstacle à ce que l'échange c'était fructueux. En tout cas, dans ces premières rencontres, 80-80. Mais c'est après avoir rencontré ceux qui n'étaient pas venus à Caracas, que ensuite a pu s'organiser en 1981, octobre, sont bons. La première rencontre où j'accompagnais Jacques-Alain Miller à Buenos Aires pour une série de conférences à la Sociedad Libratica, un grand théâtre. Conférence de Jacques-Alain Miller. Son séminaire sur la logique du signifiant, qui est un thème qu'il n'avait pas choisi, puisque précisément son thème de l'époque c'était la bataille pour l'objectivité, si vous voulez, mais le comité d'organisation des conférences qui nous pilotait, composé d'élèves de Massota, de différents clubs, mélangeant ici de Robert, Herman, la délégation, qui était toujours venu à Barcelone, Trinity avait pris ses distances à ce moment-là, mais il y avait donc tout un ensemble d'organisations, l'école catholique de Buenos Aires, qui sponsorisait ces conférences et avait choisi le titre. Moi, je fais quelque chose comme direction de lecture de la et là, dans leur organisation institutionnelle, multiple, baroque, et qui, pour nous, faisait écho à ce qui se passait à Barcelone, où là aussi, on avait trouvé une situation institutionnelle, multiforme, baroque, avec le rôle en particulier du psychanalyste indépendant, indépendant, qui était crucial en affaire, la bataille pour les indépendants. Et avec des théories étranges sur lesquelles Lacan, d'ailleurs, n'était pas pour les écoles,
avaient la plus grande méfiance à leur égard, que toutes les formes institutionnelles étaient soupçonnées, puisque soupçonnées de ça d'être un système défensif contre le discours psychanalytique. Donc toutes les écoles, toute organisation collective était suspecte. Et tout ça permettant, dans les faits, que chaque animateur du Grupo de Estudio, chaque animateur d'un petit groupe, avait ses élèves, son territoire, et on avait plutôt une multiplicité de groupes avec des leaders, ou bien on avait des leaders sans groupe. Los Independientes, c'était des leaders sans groupe. Sinon, il y avait des groupes avec des leaders. Et donc, l'idée, c'était comment notre problème que nous posions, c'était du même ordre que ce qui se passait à Paris, où, après l'éclatement de l'école freudienne, on a vu se reconstituer exactement le système des didacticiens. On a vu que l'école freudienne, dans sa bigarrure, sa diversité, etc., une fois que ça éclatait le système central, on voyait se reconfigurer exactement les salles d'attente, pour le coup, les salles d'attente de chaque didacticien éminent, et que finalement, la modification que Lacan avait apportée à ce qu'était une société psychanalyse, comme avait dit Mao Tse-tung, quand on lui demandait qu'avez-vous apporté dans le communisme, il dit « Oh, j'ai apporté quelques modifications dans Pékin et sa banlieue ». C'était modeste par rapport au nombre de morts de la révolution culturelle, mais enfin, Lacan avait apporté quelques modifications durant un certain temps, ça n'avait pas duré très longtemps, et reconstitution du système néo-féodal, néo-baronnie didacticien, qui est la structure naturelle du discours psychanalytique de ça lui-même, donne se reconstituer sous nos yeux. Donc, on voyait très bien notre projet, notre chacun, et le groupe qui l'avait réuni autour de lui, la secte millérienne, avait comme projet de faire une école, de refaire une école avec l'idée qu'il fallait une école digne de ce nom, c'est-à-dire à la fois qui inclut les didacticiens et des systèmes de contre-didactique, avec donc l'impasse et des enseignements qui sont des dispositifs anti-propre naturelle. Et donc, ce projet de commande de cette situation bigarrée, essayer de faire une école, c'était ça l'enjeu que nous voulions réaliser. Alors, et à Barcelone, et à Buenos Aires, qui étaient des grandes villes où existait un lectorat de Lacan extrêmement dynamique et en même temps, en effet, consonant avec l'époque. La psychanalyse dans le post-franquisme rencontrait un terrain extraordinaire sur la Mérida, qui a permis un développement qui faisait du lacanien un personnage de la ville de Barcelone. Lisez les romans de Javier Montalbán sur Barcelone. Le lacanien est un personnage de la ciudad. Et à Buenos Aires, n'en parlons pas, il y a eu une sorte extraordinaire appuyée sur la fois, en effet, la question préalable de la constitution du psychologue argentin, toutes les marches, les fameuses démarches de l'État, et que la façon dont le lacanisme, à la fois, s'est inséré dans une dialectique complexe. Et dans cette expansion, au fond, il y a eu une décade, 1981-1991, 10 ans stricts d'échanges constants, de voyages, d'organisation de congrès internationaux à partir de 1982, les rencontres du champ freudien, et qui ont, avec prudence et détermination, en exerçant à la fois une certaine pression, mais supportable par ces différents groupes, obtenu que se constitue, avec l'accord de tous autant que possible, que se constitue une école aussi bien en 1990 en Espagne, avec dissolution des groupes existants, pour le passage au même moment, dissolution des groupes et fondation d'une école en 1990, avec une situation très différente en Barcelone et à Madrid. C'est pas un sujet aujourd'hui.
aujourd'hui. Simplement, il faut le noter, puisque c'est 1990 qui va amener le fait qu'il y ait eu Barcelone et Madrid dans des situations très différentes, pour accepter que différents groupes puissent se fondre dans une école, il fallait qu'ils soient d'une même école. Mais l'école espagnole est impossible. Elle était impossible, elle l'est toujours d'une certaine façon. L'Espagne est un pays fédératif, ne se prête absolument pas à quoi que ce soit qui soit centralisé, et donc il a fallu créer, chacun a inventé, une école européenne. L'école européenne, c'était l'école espagnole qui ne pouvait pas être. Elle était composée essentiellement de Barcelone et Madrid au départ. Et ensuite, d'autres, bien sûr. Mais c'était surtout pour résoudre un problème lié à ça. Une fois qu'il y avait une école européenne, l'étape d'après, c'était en effet 90, c'est l'école espagnole, l'école européenne, 91, janvier 91, préparée par, on peut dire, une année dans laquelle Jacques Muller voyageait tous les 2 mois, restait tous les 2 mois, 10 jours à Buenos Aires. Au point que les Argentins craignaient qu'au fond, ils ne choisissent de s'installer définitivement à Buenos Aires. Et mais chacun est resté, comme il le dit, un rêve de Buenos Aires. Il le dira dans sa conférence du comité. Lui-même a rêvé Buenos Aires. Enfin, suffisamment pour que l'école, en 91, puisse être créée, avec d'un autre côté un certain nombre de choses qui ne rentraient pas dans l'école et qu'il fallait faire une place, comme la fondation de Centro Descartes, qui était une émanation de Germán Garcia, qui était rentré à Buenos Aires après son passage par Barcelone 85. Donc, il est clair que pour la fondation de l'école, la décision qu'a prise Germán Garcia de confier la bibliothèque de Barcelone, de lui donner comme horizon l'école gréco-sourienne, a été décisive pour permettre ensuite les opérations de fusion-consolidation qui allaient donner la création de l'EOL en 91. Alors, je voudrais terminer pour que nous puissions avoir un échange sur ces questions. Il me reste à souligner simplement qu'une fois qu'a été constituée l'EOL, en 91, 92, c'est la fondation après de l'Association mondiale de psychanalyse. Un pacte liant 5 écoles, d'abord organisées comme pacte, puis qui allaient prendre des formes institutionnelles de plus en plus complexes, à mesure que le nombre et la complexité des tâches de l'AFP se multiplient. Ça a été aussi Buenos Aires, à partir de là, est devenu le point stratégique pour l'AFP, beaucoup plus que Paris. Car, une fois organisée sur place une école d'orientation de la carrière, respectée dans la ville, ayant un impact reconnu, interlocuteur et du pouvoir public et des autres psychanalystes. Quelquefois aussi des rapports de l'élaboration complexe. Peu importe. L'EOL s'est taillé une place et maintenant un acteur indispensable du paysage psychanalytique de Buenos Aires, grosse institution avec APA et APEBA. À partir de là, il a été possible, effectivement, pour l'AFP d'essayer d'en avoir une incidence sur l'évolution aussi du mouvement psychanalytique dans son ensemble, avec les rapports avec l'IPA argentine, qui est une IPA extrêmement différente de l'IPA française. L'IPA argentine, d'abord, donc, a une position entre l'APA, vous avez présenté, dont les Claniens s'étaient séparés avec APEBA, l'association psychanalytique de Buenos Aires, les Claniens rigoureux, qui se plaignaient de l'éclectisme de l'APA, spécialement avec des questions politiques, existentialistes, etc., l'impact sur l'APA. Et il y a eu donc ce phénomène particulier qui a été la nomination
hegelienne, Horacio hegelienne, à la fois clanien, président d'Abdébat, donc le clanien le plus rigoureux, qui a étudié à Londres, lui-même appuyé en championnat anglais, et Horacio hegelienne, lui-même, qui s'est intéressé à Lacan, a suivi les cours de Lacan avec Juan Carlos Islas ensuite, était, après une Massotta, si on peut dire, c'est Islas, qui a été le professeur de Lacan auprès d'un certain nombre de membres de l'IPA, par des cours clairs, érudits, qui permettaient de rentrer dans le texte. Et à partir de là, il y a eu des rencontres, 1996, au Silencio Roto, un texte entre Horacio hegelienne et Jacques Derrida, puis ensuite en 2000, une sorte de débat collectif sur la interprétation mutativa, sur Strechet, avec ses collègues, et puis jusqu'à ce qu'au fond, ce mouvement d'ouverture qui se prolonge en Pédocère et qui fait qu'aujourd'hui encore, et l'année dernière, il y a eu toute l'année dernière une série de rencontres entre l'APA et l'EOL, travail en commun sur des thèmes communs qui sont en particulier sur les thèmes de réglementation de psychothérapie qui en Argentine aussi sont présents, sur le thème du rapport à l'université, avec la diversité des choix faits. N'oublions pas que l'Argentine aussi, pays qui a inventé, en tout cas l'Abdébat, a inventé un système quand même tératologique, qui est que c'est la première fois où une société de psychanalyse suit la recommandation faite par Kernberg, suivant par là tout un courant américain, de remplacer les sociétés de psychanalyse par des départements universitaires. Et l'Abdébat a fait passer toute sa formation dans un département d'université. Et l'analyse didactique fait partie, est un diplôme universitaire. Là, pour le coup, ce qui apparaissait comme rêve étrange, cauchemar pour Terra Olanier au moment du département de psychanalyse, est réalisé parfaitement par l'IPA, en tout cas par l'Abdébat, et c'est ce qui fait que Pédocère est un laboratoire extraordinaire. L'IPA essaye de faire en mieux. Il est clair qu'en Argentine, la tendance neuropsychanalyse, neurobiologie dans l'IPA n'a pas triomphé. Il y a un champ qui est ouvert et une interlocution constante entre les différents courants dans une grande vitesse et qui est de toute façon contre l'orientation neuropsychanalytique donnée par tout petit monde des universitaires dans la psychanalyse aux États-Unis et en Angleterre. Donc les échanges se continuent et cette année, ils vont encore se poursuivre et avec ça c'est pour le mouvement psychanalytique dans son ensemble et dans l'orientation lacanienne, l'EOL, on le voit dans les congrès de l'AMP, l'EOL est extrêmement présente et la présence argentine reste très forte, à la fois dans l'orientation lacanienne, où si on voit le nombre d'AE, analystes de l'école, il y a une majorité est argentine et oriente, polarise l'orientation du développement de ce qui fait que, on voit combien il est très difficile de faire de la psychanalyse ou de penser la psychanalyse dans le cadre d'une histoire nationale. Non seulement, ce n'est pas une histoire nationale, vous disiez au début, c'est une histoire de relations Argentine-France, certainement, mais c'est au-delà. Puisque dans le pays de la psychanalyse, c'est un pays qui est organisé un peu comme les mathématiques du chaos, c'est-à-dire un petit événement quelque part, le battement d'aile de papillon psychanalytique à un endroit provoque un gros typhon quelque part ailleurs. Les équations de départ sont très instables, ce qui fait que c'est calculable, c'est produit dans la psychanalyse, mais pas prévisible. Et au fond, on a un phénomène de ce type où l'interaction Caracas-Barcelone, Buenos Aires-Paris dessine un ensemble où il est bien difficile de penser en termes, disons, de blocs d'histoire de l'idée, où il y a quelque chose de spécifique, disons, à ce qui est l'histoire de la psychanalyse et à la façon dont elle se réalise. Merci.
Donc, avant, j'avais une question rapide à vous poser. Vous pensez qu'il y a-t-il, comment dire, l'exception française ou l'exception argentine? Quand même, je pensais qu'il y a une exception argentine, puisque là-bas, nous n'avons pas en fait du bloc. Ben, on va poser la question à tout le monde. Je vais vous donner ma version, je vais vous donner ma réponse. Quand on me demande en effet pourquoi il y a tout le temps de psychanalyste à Buenos Aires et pourquoi, comment se fait-il qu'il y ait autant d'acadiens à Buenos Aires, ma réponse est les villes psychanalytiques dans le monde sont des villes d'émigration. Sont des villes d'immigration dans lesquelles il faut des communautés hétérogènes, précisément estimes à l'identification nationale. Paris, New York, Buenos Aires, Londres sont des villes d'immigration. Ce ne sont pas des villes qui sont en harmonie avec l'identité nationale. Paris n'est pas la France, c'est bien connu, c'est pour ça que Maréchal Pétain pensait qu'il fallait vraiment que ce soit la campagne, la terre, la France. Londres n'est pas l'Angleterre. D'ailleurs, on peut très bien, quand on voyage maintenant à Londres, on parle anglais, si on reste 3 jours, on passe l'anglais. Buenos Aires est une ville d'immigration exponentielle. New York aussi. Il faut ça. Il faut aussi une communauté juive importante. C'est le point à Paris, à Londres, à New York, à Buenos Aires. À São Paulo aussi. Et c'est pour ça qu'il y a un mouvement psychanalytique à São Paulo. Il faut aussi une vie intellectuelle étrange. Une vie qui permette qu'elle ne soit pas complètement l'homme, qui ne soit pas complètement liée au cadre spécialisé. Ça, c'est plus le cas pour Paris et Buenos Aires que Londres et New York, qui au contraire manquent des opérateurs qui ont eu lieu à Paris et à Buenos Aires. À Paris et à Buenos Aires, il y a une vie intellectuelle de café. Il y a moins maintenant, mais il y a eu. La psychanalyse est rentrée à Paris et à Buenos Aires par la vie intellectuelle de café. Les happenings de Masocha, il est passé du happening du centre d'Itala entre le surréalisme et Lacan. Ça, ok. Il faut un opérateur comme ça. S'il n'y a pas cet opérateur-là, alors les cliniciens d'un côté, les intellectuels de l'autre, et on a une situation, disons, ou bien comme à New York, où vous avez les meilleurs enfants de la bourgeoisie juive de la côte Est qui s'emmerdent à faire des statistiques pour démontrer que la psychanalyse a une valeur. À la Columbia, ils sont crétinisés par alors qu'ils sont bons esprits. Ils sont pris dans une machine du droit parce qu'il n'y a aucun contact avec la vie intellectuelle. C'est autre chose, un autre machin. Et on sait que le psychanalytique Quattordi de Boston, qui a voulu 5 opérateurs, ça a été tout petit, marginalisé. Et c'est ce qui fait que le mélange aux États-Unis, ça passe par l'université, les cliniciens qui ont les plus grands mal à se rencontrer, les campus sont distants, vous savez, sont surtout très loin des centres-villes, il n'y a pas de vie café, il y a autre chose. Par contre, les mégapoles, Buenos Aires comme mégapole, a tout à fait cette jonction de ce qui est le lacanien. Le lacanien, c'est le clinicien intellectuel. Il faut alpha les deux. Et pour ça, il faut un opérateur de fusion. Et là, il n'a fonctionné qu'à Buenos Aires et à Paris. Et c'est en tout cas mon idée pour le reste de ce que je dis, que je me suis fait au fil des années. Avant de passer le micro, pour vous avez la question,
Elisabeth Kouzminsko, j'ai l'idée que Lacan a négocié avec Carfor en 68 le département de Vincennes, que lui-même voulait depuis longtemps une reconnaissance universitaire, comme il a voulu avoir une école reconnue d'intérêt public, et qu'il avait manœuvré pour cela. Il a manqué de, certainement, après, il a donné le département de Vincennes, ce qui était à la fois, il pouvait être en tension avec le clerc, ça durait depuis un moment, mais il me semble qu'il était loyal dans ses choix, le clerc le suivait depuis un moment, le clerc était intéressé à ça, il lui a confié Vincennes, la charge de l'organiser. Et il l'a organisé d'une façon qui était dans l'épit du bon sens. C'était dans l'épit du bon sens. Et en effet, lorsque Jacques Alain est revenu en 1973, après l'épisode de Cause prolétarienne, quand il est revenu en 1973 dans le monde de Lacan, et qu'il a constaté l'état, quand il a vu l'état du département de psychanalyse, évidemment, il faut faire tout autrement, il faut reprendre en main sur d'autres bases, il faut enseigner vraiment, il faut faire des cours, il faut que les gens enseignent, il y a du savoir à transmettre, il faut élaborer la doctrine, la différence entre le savoir explicite et le savoir implicite, tout ce qu'il faut explicitement enseigner, qui est à faire, la logique du signifiant, le passage qui figure chez Lacan d'attention entre la pratique du psychanalyste et ce qu'il doit savoir comme instrument pour comprendre sa pratique, que les instruments pour comprendre la pratique ne viennent pas de la pratique. Qu'on peut pratiquer la psychanalyse 12 heures par jour dans son cabinet si on ne lit pas Russell, et lire Russell, lire la logique formelle contemporaine, ça n'est pas pratiquer la psychanalyse. C'est en effet une tension. Et qu'il faut un lieu où soient enseignés les appareils qui permettent de maintenir la nouveauté de la pratique. Et donc là, il y avait un embranchement, et il me semble que cet embranchement, d'ailleurs, il a fallu, ça a été, donc, c'est à venir de 73-74, et ça a été le moment qui préparait autre chose, la génération de gens qui étaient passés par le département de psychologie et qui allaient faire enfin bon, c'était une variation. Non, c'est exact. Le département de